Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet avocat Landry Associés pour VK. On va parler de responsabilité en quelques secondes, mais tout de suite, les brèves de la semaine, avec le Conseil d'État qui a validé la position de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur un risque de pantouflage pour quelqu'un qui sinon risquait de commettre une prise illégale d'intérêt. Interprétation stricte, confirmée de manière stricte également. Et puis surtout, on a enfin le décret, et même un arrêté qui va avec, sur le droit au report ou à l'indemnisation des congés annuels non pris. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce texte. D'ailleurs, faute de texte, la jurisprudence s'était édifiée et les textes écrits aujourd'hui reprennent en fait la jurisprudence. Je vous ai mis ça en 3 temps. Premier temps, les généralités, n'hésitez pas à mettre sur pause. Deuxième phase, ce qui est règle de report au cours de la relation de travail. Et troisième phase, ce qu'il en est des règles d'indemnisation des congés non pris avant la fin de la relation de travail. Passons aux élus avec le texte sur le statut de l'élu qui a été adopté par la commission à l'Assemblée. C'était déjà passé donc au Sénat, donc ça va passer en plénière à suivre. Et puis la semaine dernière, je vous ai dit que le Conseil d'État avait enfin clos ce qui restait du débat sur les liens pour les mandats locaux entre l'inéligibilité, donc prononcée au pénal, et donc la démission d'office que doit prendre le préfet ensuite. Et le recours, le cas échéant, est suspensif. Je vais citer le TA de Lille, Madame Le Pen, le TA de Guadeloupe, et puis surtout cet arrêt du Conseil d'État du 18 juin 2025. Eh bien, le 25 juin 2025, 2 autres décisions, affaire Valrand-Saint-Just et Nicolas Bay, deux décisions ont été rendues par le Conseil d'État, appliquant ceci, en l'espèce, donc aux élus régionaux, c'est ce qu'il y avait de nouveau. 2 décisions intéressantes aussi en matière de responsabilité financière des gestionnaires publics devant la Cour des comptes et la Cour d'appel financière, à hauteur d'appel. Cour des comptes, c'est l'affaire Maranagolo. C'est un arrêt qui fourmille d'enseignements, dont l'importance de bien s'organiser pour les recouvrer des recettes. Alors, ça va me dire, oui, bien sûr. Oui, mais comme vous le savez, l'infraction de l'article 131.9 devant la Cour des comptes sur ce point impose quand même un préjudice financier significatif et une faute grave. Est-ce que c'est une faute grave que d'être négligent dans l'organisation un peu systématique des recouvrements de recettes? Oui, même sur des volumes faibles. Et donc le préjudice financier significatif serait bien apprécié, non pas facture par facture, mais sur son ensemble, à l'aune du budget, en l'occurrence, concerné, bien qu'on n'était pas sur une régie personnalisée. Et puis, la Cour d'appel financière a rendu un arrêt Richeviller qui a de nombreux apports, notamment sur la notion d'élément intentionnel dans la fraction d'octroi d'avantages injustifiés, toujours en responsabilité financière des gestionnaires publics, avec une interprétation plutôt plus cool. Le maire a été d'ailleurs relaxé, mais aussi pas mal d'autres apports plus techniques. Et puis, l'ACA de Nancy, de son côté, a confirmé la position du TEA de Strasbourg sur le fait que non, Metz n'était pas en position d'exiger du préfet de s'appeler Eurométropole, comme l'Eurométropole de Strasbourg ou la métropole européenne de Lille. C'est comme ça. La position de la requérante était de dire c'est une atteinte à la libre administration et c'est quand même moi qui choisis. Non, c'est le préfet qui signe les arrêtés et il a une marge de manœuvre en ce domaine, nous confirme l'ACA de Nancy, mais on va dans le même sens que ce que disait le Conseil d'État sur des domaines très proches. Rappelons que dans ces domaines, vous pouvez aussi déposer des marques. Vous pouvez utiliser votre nom officiel, pas forcément le plus gros sur vos papiers en tête, et vous avez le droit d'utiliser des marques où là vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre. Bon, voilà. Question plus sensible, la CA de Versailles a eu traité du point de savoir si une commune pouvait faire dormir une enfant née fille mais qui s'estime garçon au point que son prénom a bien été reconnu comme étant un prénom de garçon, même s'il n'y a pas encore, tant la personne n'est ni émancipée ni majeure, de changement officiel à l'état civil. Et donc cette jeune personne née fille et s'estimant garçon a bien été dans un dortoir pour filles. Parce qu'il n'y avait pas un droit à l'exiger d'une part et d'autre part parce que la commune avait fait ce qu'il fallait pour essayer de résoudre la situation avec pas mal d'efforts, la CA de Versailles n'a pas censuré la position de la commune. Et puis en matière d'urbanisme, la Cour de cassation confirme que oui, bien sûr, il y a tout un régime sur la lutte contre les travaux irréguliers, y compris pour aller regarder sur place ce qu'il en est dans le cadre du droit de l'urbanisme. Oui, mais il faut le faire avec moult précautions, notamment au regard des règles de propriété privée. Cassation civile 28 mai 2025.
Le juge administratif commence à être de plus en plus généreux pour indemniser des violations de la commande publique, parfois même des vétilles. 64 000 € pour un manquement à l'obligation d'allotissement, par exemple. Bien, intéressant à suivre. Et le Conseil d'État a rendu une décision intéressante sur le transfert d'un salarié protégé quand on a une perte de marché, et quid s'il y a ou pas entité économique autonome. Et puis il y a les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Et que voici encore. Mais passons à notre grand dossier responsabilité. Que retenir du rapport 2024-2025 de l'Observatoire SMAC? Tous les ans, je vous en parle de ce rapport, et tous les ans, je pense que j'ai raison de vous en parler. Pourquoi? D'abord parce que dans mon métier, je vois des gens brisés parce qu'ils sont poursuivis au pénal alors qu'ils n'ont rien fait, ce qui est normal, puisque vous avez 4 fois plus de personnes mises en examen aujourd'hui que de personnes condamnées, et encore 2 ou 3 fois plus que ça, semble-t-il, de personnes pour lesquelles il y a des enquêtes préliminaires. Donc, il y a un effet d'entonnoir qui est assez violent à vivre. Et dans ce rapport tous les ans, on a des pages et des pages et des pages de statistiques, de jurisprudence, qu'il est très intéressant de suivre. Abordons tout ceci avec Luc Brunet. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Bon première question un peu générale. Il y a en matière de chiffres une assez grande continuité, toujours plus de poursuites et de condamnations sur les infractions d'atteinte à la probité, mais qui peuvent être commises par inadvertance en réalité, un maintien sous contrôle de tout ce qui est infraction de négligence ou d'imprudence, croissance de tout ce qui est harcèlement. Très bien, mais au-delà de tout ça, que peux-tu nous en dire spécifiquement, notamment sur le fait que, si j'ai bien compris, il y a un petit rebond alors qu'il y a quelques années, il y avait une petite pause? Effectivement, on a une continuité, mais une continuité à la hausse, malheureusement. Alors, il s'agit de projections sur cette mandature 2020-2026 parce qu'elle n'est pas encore terminée. Et nos chiffres ne seront définitivement consolidés que dans 6 ans à peu près, puisque compte tenu de l'évolution des procédures judiciaires, effectivement, on est obligé d'attendre ce temps-là pour avoir des chiffres consolidés. Donc, en l'état, les chiffres que je vais vous livrer, c'est encore des estimations. On peut espérer que ces niveaux-là ne seront pas atteints. Mais néanmoins, effectivement, pour l'instant, nos projections nous laissent entrevoir un nouveau record dans le nombre de poursuites contre les élus locaux et contre les fonctionnaires territoriaux, sachant que la précédente mandature constituait déjà un record. Donc là, nous estimons que sur la mandature 2020-2026, nous aurons près de 2500 élus locaux qui vont être poursuivis, toute infraction confondue. Alors, 2500 élus locaux, ça représente quoi? Ça représente un élu mis en cause chaque jour. Et en termes de progression par rapport à la précédente mandature, où on avait enregistré un peu plus de 2100 élus locaux mis en cause, ça représente une augmentation de 17%. Pour les fonctionnaires territoriaux, on constate la même hausse. Alors, ils sont moins exposés que ne le sont les élus locaux, mais on constate une hausse de l'ordre de la même ampleur, 19% exactement. Et donc, nous estimons qu'il y aura à peu près 1300 fonctionnaires territoriaux qui devraient être poursuivis. Pour autant, tu es bien placé pour le savoir, qui dit poursuite ne dit pas condamnation. Donc là, c'est en termes de poursuite. En termes de condamnation, on constate une tendance c'est intéressante à constater, c'est qu'il y a un rapprochement du taux de condamnation des élus et des fonctionnaires territoriaux. Les précédentes mandatures ont constaté qu'il y avait un petit décrochage au détriment des élus. Les élus étaient proportionnellement plus condamnés que les fonctionnaires territoriaux. Et là, l'écart est de 0,4 points, donc autant dire insignifiant. 37% de condamnation pour les élus locaux, 36,4% pour les fonctionnaires territoriaux. Donc ça veut dire que dans les deux cas, plus de 60% des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux qui sont poursuivis bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. Pour autant, s'agissant d'une procédure pénale avec un cadre relativement contraignant et l'exposition médiatique qui va avec, évidemment, ça peut avoir des répercussions lourdes pour les personnes concernées, y compris pour leur entourage. Et donc, on insiste effectivement sur le respect du principe de la présomption d'innocence parce qu'effectivement,
On sait que même une décision qui se solde favorablement pour la personne concernée, ça peut engendrer des conséquences personnelles lourdes. Intéressant. Et avec le maintien d'une forte prédominance, donc je le disais, des atteintes à la probité, dont l'infraction de prise illégale d'intérêt, qui est très dangereuse puisqu'on peut la commettre en étant honnête par inadvertance, vraiment, voilà, et dont la définition pourrait être de nouveau modifiée par le législateur. Parce que la modification de 2021 n'a servi à rien, c'est la Cour de cassation qui nous l'a dit en d'autres termes. As-tu à ce sujet des constats à établir et peut-être une petite jurisprudence pour illustrer ce propos ? Oui. Donc effectivement, les manquements au droit de probité, ça constitue toujours le premier motif de poursuite et de condamnation des élus locaux comme des fonctionnaires territoriaux. Alors effectivement, s'agissant des élus locaux, l'infraction numéro 1, c'est effectivement la prise illégale d'intérêt qui représente grosso modo 40% des poursuites pour manquement au devoir de probité. Donc c'est vraiment, s'il y a une infraction sur laquelle les élus doivent être particulièrement attentifs, c'est celle-là. Alors il y a des évolutions législatives qui sont en cours, on peut espérer qu'elles se concrétiseront pour mieux cibler la répression dans le prolongement de la mission Vigouroux sur les vraies atteintes à la probité. Toujours est-il qu'en l'état, effectivement, il faut être extrêmement prudent. Il faudra continuer à l'être même si la réforme est adoptée. Mais là, il y a effectivement une zone sur laquelle les élus doivent être extrêmement prudents. Alors, on a beaucoup parlé les autres années de la question des votes de subventions, des subventions aux associations. C'est toujours le cas. Là, dans notre rapport, j'ai relevé un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 27 mars 2024, commune de moins de 1000 habitants. Bien là, vous avez un maire et 7 conseillers municipaux qui ont été poursuivis et condamnés pour prise illégale d'intérêt. Alors pourquoi ? Les faits qui leur sont reprochés remontent à la période 2012-2017. La commune a décidé des travaux d'entretien des chemins ruraux qui ont été réalisés par tranche, selon un calendrier annuel. Et des travaux similaires avaient déjà été conduits par les précédentes municipalités sous les précédentes mandatures, essentiellement pour protéger la commune viticole des inondations dévastatrices qui l'avaient déjà frappée. Avec un montant total de coûts de travaux qui, sur l'ensemble de l'opération, s'élève à 2,6 millions d'euros. Et il est reproché aux 8 élus d'avoir pris part au vote du conseil municipal alors qu'ils étaient intéressés puisque les chemins rénovés permettaient notamment d'accéder à leur vignoble. Alors, leur avocat avait bien insisté sur le fait qu'il s'agissait de chemins ruraux et que, certes, les chemins desservaient les parcelles viticoles, mais aussi étaient utilisés par tout un chacun. Il n'en demeure pas moins que le tribunal constate que l'infraction est juridiquement constituée et condamne les élus, donc sur le plan de la culpabilité. Alors, relevant qu'il n'y a pas eu d'atteinte à la probité, il prononce des peines symboliques, mais néanmoins, la condamnation est prononcée avec des peines de 3 000 € d'amende avec sursis pour le maire et 1 000 € d'amende avec sursis pour les 7 conseillers municipaux. Mais là, vous voyez, on a une illustration avec une même affaire. Vous avez 8 élus qui viennent gonfler nos chiffres sur la prise illégale d'intérêt, donc ils sont comptés dans les condamnations pour manquement au devoir de probité. Alors, oui, il y a eu une imprudence de leur part parce qu'ils ont participer au processus décisionnel alors qu'ils n'auraient pas dû parce qu'ils étaient intéressés, mais en même temps, on voit bien qu'il n'y a pas eu non plus une malhonnêteté caractérisée de leur part. Donc c'est une illustration. Donc un point de vigilance, vraiment, s'il y a un sujet sur lequel les élus doivent être particulièrement vigilants, c'est bien celui des conflits d'intérêts et de la prise illégale d'intérêt. Et il y a bien sûr aussi les infractions de négligence ou d'imprudence, notamment homicide blessé par imprudence, même si ce flux est un peu sous contrôle depuis la loi Fauchon de 2000. Mais il y a des points de vigilance, notamment quand on risque d'être une cause indirecte d'un préjudice, mais d'avoir violé délibérément une règle de sécurité fixée par la loi, le règlement. Que constatez-vous, vous, à l'Observatoire ? Et pareil, peut-être pourrais-tu nous donner une affaire emblématique qui serait passée sous la loupe de votre observatoire? Effectivement, statistiquement, ça reste un contentieux qui reste marginal pour les élus et les fonctionnaires. Alors quand je dis marginal, entre guillemets, pour les élus et les fonctionnaires, c'est-à-dire que sur le plan statistique, c'est pas la zone sur laquelle ils seront principalement exposés. Pour autant, et effectivement, il y a un certain nombre de procédures qui ont été engagées. Pour l'anecdote, on constate en termes de chiffres qu'on est finalement au même niveau qu'avant l'adoption de la loi Fauchon du 10 juillet 2000, en termes de poursuite et de condamnation sur la mandature 2014-2020. Mais ça reste statistiquement marginal.
Alors effectivement, dans les jurisprudences, il y a une jurisprudence qui a un peu défrayé la chronique et sur laquelle l'Association des maires de France s'est un peu mobilisée. C'était dans une commune des Pyrénées où un maire a été condamné pour homicide involontaire après un accident dramatique au cours d'une fête. Le maire avait donné son autorisation, il avait délivré une autorisation de buvette. La fête devait initialement se tenir en intérieur, dans la salle des fêtes. Et finalement, le comité des fêtes, comme il faisait beau, a décidé de déplacer la fête en extérieur. Le maire a voulu s'y opposer, mais plus ou moins passé devant le fait accompli. Il n'a pas été ferme, il a laissé faire. Il n'a pas participé lui-même à la fête. Et malheureusement, au cours de la soirée, une jeune maman qui avait un peu consommé d'alcool et en plus qui avait fumé du cannabis, nous dit le rapport d'enquête, a voulu se promener pour tranquilliser son enfant qui avait du mal à dormir dans la poussette et malheureusement est tombé dans la rivière. La maman a pu être secourue, mais malheureusement pas l'enfant. Donc là, ont été poursuivis le président du comité des fêtes et le maire. Le président du comité des fêtes a été condamné notamment parce qu'il y avait de l'alcool fort qui avait été servi à la buvette, alors que évidemment il n'y avait pas d'autorisation pour ce faire. Et le maire, ce qui lui a été reproché, c'est de ne pas avoir fait preuve de plus de fermeté sur la tenue de la fête en extérieur, alors qu'initialement elle devait se tenir en intérieur. Donc c'est vrai que bon, là cette affaire elle n'est pas encore définitive hein, parce qu'il y a un appel qui a été exercé, donc il peut encore être relaxé. Mais on voit bien que pour tout ce qui est organisation des fêtes et manifestations, il faut être très, très, très rigoureux sur le respect des règles et consignes de sécurité pour éviter au maximum, même si le risque zéro n'existe pas, on en est conscient, ce type d'accident, notamment lorsqu'il y a effectivement une buvette sur place, parce qu'on sait que la consommation d'alcool peut aussi désinhiber les comportements. Allez, une petite dernière question pour la route, prospective cette fois. Les années électorales sont-elles, en responsabilité pénale, des périodes plus dangereuses ou particulièrement spécifiques ? Effectivement, on l'avait constaté en 2014, on l'avait moins constaté en 2020, mais il y avait eu la période de Covid. Là, on va rentrer dans une zone de forte turbulence. Le deuxième motif de contentieux pénal des élus, c'est tout le contentieux de la diffamation. Donc là, effectivement, on rentre en plein dans une zone où les élus devront être particulièrement vigilants, notamment à leur prise de parole, pour éviter de se placer en porte-à-faux par rapport à ces infractions. Merci beaucoup, au revoir. Merci Eric, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, par nos associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.